pendant qu'elle se déshabillait en quelques mouvements que l'habitude rendait hiératiques et qui la sculptaient peu à peu jusqu'au moment où s'abattait sur elle la chemise de nuit blanche, la servante évitait d'exposer son visage au regard invisible des 3 papiers gris. Elle pouvait montrer ses seins, sa croupe. Elle pouvait coller ses cuisses et son ventre à M. Hir, et sa chair n'eût pas bronché s'il eût répondu à cette invitation, au lieu de fermer les yeux d'attendrissement. Elle ne pouvait pas lui laisser voir son visage, qui était tout simplement maussade et préoccupé. Une fois en chemise, elle éteignit la lumière, et, à tout hasard, se coucha un instant, tandis que la lumière d'en face s'éteignait à son tour. Elle avait sur le front comme le poids d'une barre, à force de réfléchir. Elle se releva sans bruit, chercha à tâtons ses chaussures, où elle mit ses pieds nus, puis son manteau de drap vert, qu'elle passa sur sa chemise de nuit. Elle avait déjà ouvert la porte quand elle revint sur ses pas et prit sur sa toilette une bouteille qui avait contenu de l'eau oxygénée. Quand la concierge endormie déclencha le mécanisme de la porte, Alice fut accueillie par une bourrasque qui la plaqua de pluie des pieds à la tête. La route était nue et luisante. Le dernier tramway était à l'arrêt, baigné de lumière jaune, de l'autre côté du carrefour. Un des cafés restait ouvert. Tout près d'elle, sur le seuil même, la servante vit une ombre et retarda le moment de s'élancer sur le trottoir mouillé. « Vous êtes là ?» dit-elle sans émotion. C'était le plus jeune des inspecteurs qui était blotti, le col du par-dessus relevé, dans l'angle du portail. « Vous en faites un métier. Moi, je ne me sens pas bien. J'ai pris froid. Alors, je me suis levé pour aller chercher du rhum. » Elle montrait sa petite fiole. « Voulez-vous que j'y aille ?» Et si le type sortait pendant ce temps-là? Sa voix était naturelle. Elle longea les murs, tête baissée, les pieds traînant dans les flaques d'eau, et on la vit entrer au bistrot du coin, dont la porte vitrée déchaîna une sonnerie. 4 hommes jouaient encore aux cartes, et la femme de l'un d'entre eux attendait. « Donnez-moi un peu de rhum. » Et, pendant que le patron remplissait une mesure d'étain, « Émile n'est pas venu ? Il y a au moins 1 heure qu'il est parti. »« Tout seul ? » ?»« Tout seul, » lui répondit-on avec un clin d'œil. « Je vous paierai demain. Je n'ai pas mon sac. Quand Émile viendra, dites-lui que j'ai besoin de lui parler. » Elle avait le visage gris et tiré de quelqu'un qui a des soucis, mais sa voix était calme, son attitude normale. Elle sortit avec sa bouteille à la main et, sans regarder le carrefour désert que le tramway quittait avec fracas, elle longea à nouveau les murs, tandis que ses épaules se détrempaient davantage et que ses cheveux frisaient sur le front, à cause de l'humidité. L'inspecteur l'attendait, tout droit maintenant. Il avait mis convenablement son chapeau, qui tout à l'heure était enfoncé jusqu'aux oreilles, et, comme Alice tendait le bras, il l'arrêta. « Vous êtes si pressé ?» Elle obéit, se tourna vers lui, et l'homme, en se penchant pour regarder par l'entrebâillement du manteau, s'exclama « Mais vous êtes en chemise ?»« Bien sûr. Et vous n'avez rien en dessous ?» Et souriait, avançait la main qui toucha le bord de la chemise de toile blanche. « Vous avez les doigts glacés. » Et comme ceci. Elle s'écrasait, la main, sur le sein gonflé, par-dessus la chemise, et l'inspecteur disait « On ne croirait jamais qu'il y en a autant. » Alice attendait, sans lâcher sa bouteille, et elle appuya les épaules à la porte, tandis que l'homme se rapprochait, debout dans la pluie, lui cachant la route, lui parlant de si près qu'elle sentait son souffle contre sa joue. « Quand je pense que vous allez rentrer dans un lit bien chaud, pendant que je passerai la nuit ici. » Il tenait toujours dans sa main le sein qui n'avait pas un frémissement,
et il respirait la nuque de la servante, en reniflant à petits coups, en posant parfois ses lèvres sur la chair à la naissance des cheveux. « Vous me chatouillez. Ainsi, vous n'avez pas encore fini votre enquête ?» De grosses gouttes d'eau froide tombaient du chapeau sur la main d'Alice. « Hélas, maintenant, ça ne tardera plus, et je n'aurai plus l'occasion d'apprécier ces jolies choses. » Elle avait un sourire neutre. « On va l'arrêter ? Il ne faut plus grand-chose. Un petit indice de plus. Il se sent traqué. Dans ces cas-là, il ne manque jamais de faire des bêtises. »« Vous me faites mal, » dit-elle, comme il lui comprimait la poitrine. « Vous n'aimez pas ça ?» Elle dit oui, sans conviction. Il souriait à 3 centimètres de ses lèvres. « Avouez que cette histoire de satire vous excite. Mais si, je l'ai bien vu. Toutes les femmes sont les mêmes. » Elle avait les jambes glacées, les pieds mouillés dans ses chaussures, et la caresse de l'homme, toujours sur le même sein, finissait par produire une sensation de brûlure. « Vous croyez que vous l'arrêterez demain ? Si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'arrêterais jamais, afin de... » Et, se penchant, il riva sa bouche à la sienne, se redressa tout heureux. « Mais on pourrait se voir ailleurs. »« On pourrait, » dit-elle en profitant de ce répit pour tirer la sonnette. « Vous allez rêver de moi ? » « Peut-être. » Comme la porte s'ouvrait, il maintint le battant du pied, entra derrière Alice, la prit dans ses bras, dans l'obscurité du couloir. Elle voyait la nuit plus claire par l'ouverture, sentait la laine de la nuit pluvieuse et froide, l'odeur de cigarette qu'exhalait la bouche de son compagnon. Sans lâcher ses lèvres, il la triturait des 2 mains, depuis les cuisses jusqu'à la nuque, et ses genoux commençaient à trembler. « Attention !» souffla-t-elle. Et elle s'enfuit vers la cour, tandis que, satisfait, il refermait la porte, se blottissait dans son coin, le col à nouveau relevé, regardant en souriant le carrefour lisse, le café du coin dont on descendait les volets, tandis que les derniers clients se séparaient sur le seuil et s'enfonçaient dans les rues. Assise sur son lit, Alice réchauffait lentement ses pieds dans ses mains. Le chapeau sur la tête, M. Hir souleva un coin du papier gris et, à travers le tissu de pluie, regarda avec une tiède nostalgie la chambre vide, le lit défait où se dessinait dans un creux l'arabesque d'une épingle à cheveux. Pourtant, au moment de sortir, la serviette sous le bras, il revint sur ses pas, prit dans l'armoire la boîte de carton et en retira le portefeuille à élastique. Quand il ouvrit enfin la porte, les bons du trésor étaient dans sa serviette, et, par surcroît, il avait déchiré la photographie des élèves de sa classe. Dans la maison, c'était l'heure des bruits multiples, des enfants qui partaient à l'école, des hommes qui s'habillaient sans trouver ce qu'il leur fallait, et du bougna qui avait besoin de toute la largeur de l'escalier pour monter avec son sac sur la nuque. M. Hir descendait dignement, quand, au 2e étage, il vit s'ouvrir une porte et se trouva face à face avec l'inspecteur qui sortait d'un logement. Il ne dit rien. L'inspecteur non plus. Mais l'espace d'1 seconde, leurs regards s'étaient croisés, et M. Hir en était presque malade, comme si son déjeuner eût pesé sur son estomac. Il descendait toujours. Une main de femme fit rentrer dans la chambre un enfant qui partait, et, dans le porche où pénétraient des rigoles d'eau, ils étaient 5 ou 6 locataires devant la loge, à entourer la concierge. Tout le monde se tut à son passage. Par habitude, M. Hir toucha le bord de son chapeau melon, bomba la poitrine, sautilla plus que de coutume. Le vent s'emparait de lui, mouillé et lourd. Comme la nuit, il s'était emparé d'Alice.
Devant la crèmerie, on n'avait laissé dehors que des potirons et des boîtes à lait. M. Hir tourna à peine la tête, mais il put voir, près du comptoir, le visage rose d'Alice, son tablier blanc, ses bras nus. Elle le suivait des yeux jusqu'au tramway. Il regarda ailleurs. Il n'y avait qu'une maison en face de la sienne, une entreprise de déménagement, et 4 hommes étaient à la porte, avec le petit inspecteur barbu, à observer de loin. Il marcha plus vite. Il avait oublié d'ouvrir son parapluie. Juste au carrefour, il se retourna carrément et aperçut tout un groupe sur son propre seuil. Le petit barbu s'était élancé. Ils arrivèrent presque ensemble au tramway, et là, le policier fut rejoint par un collègue. Ils étaient donc au moins 3 à Villejuif. M. Hir devina les mots. « Qu'est-ce que le patron a dit ?» Il s'arrêta en vain de respirer. Il n'entendit pas la suite. Le tramway roulait. Les 2 hommes restaient debout sur la plateforme et, tout en causant, l'un d'eux se tournait de temps en temps vers M. Hir. Un seul le suivit dans le métro, mais c'était encore plus inquiétant. Rue Saint-Maur, le feu ne voulut pas prendre, et M. Hir passa plus d'1 quart d'heure à genoux devant le poêle, à souffler pour donner du tirage. Il n'avait pas besoin de s'approcher du soupirail pour chercher l'inspecteur. Celui-ci avait découvert le petit bistrot voisin et y était installé contre la vitre, bavardant avec la servante qui astiquait le zinc et le percolateur. Néanmoins, il pouvait sortir d'un moment à l'autre. Au point où on en était, il n'hésiterait peut-être pas à s'accroupir pour regarder par l'ouverture grillagée. M. Hir s'affaira, coltina des centaines de boîtes d'aquarelles qui étaient empilées dans le fond de la cave, et en fit une sorte de mur au milieu de la pièce. Il ne se pressait pas, il travaillait à son rythme habituel, lent, mais ininterrompu. Quand il put s'asseoir à sa place, sans que du dehors il fût possible de voir ses mains, il alla chercher son pardessus, des ciseaux et une boîte en fer qui se trouvait dans un classeur. Il mit 2 heures à découdre et à recoudre la satinette rayée, doublant les manches, et qui était plus épaisse que le reste de la doublure. Il travaillait avec un dé, comme un tailleur, en mordillant sa lèvre inférieure. Enfin, les bons du trésor furent en sûreté dans le vêtement, et, avec la même lenteur obstinée, M. Hir démolit son rempart de boîtes. Le feu était éteint. Il n'y avait plus de bois. Il endossa son pardessus et sortit pour aller en chercher chez le bougna. Comme il passait devant le bistrot d'à côté, il vit l'inspecteur assis devant un grog, l'air heureux, pérorant pour le patron et la servante. Le policier tressaillit en l'apercevant, se précipita vers la porte, mais sans quitter son abri, car déjà M. Hir entrait chez le marchand de charbon. Lorsque M. Hir revint, avec une douzaine d'allumes-feu, le petit bistrot n'avait pas changé. Les 3 personnages étaient figés comme des statues. Cependant, il avait à peine dépassé la vitrine que le patron et la servante couraient jusqu'au seuil, s'avançaient même sur le trottoir pour mieux le voir. Cela ne l'empêcha pas de faire 23 colis, avec les étiquettes, les feuilles d'expédition, et tout. Maintenant, le feu lui cuisait le dos. La lampe éclairait sa table. Le soupirail dessinait à droite un rectangle gris où passaient des pieds et des jambes. Parfois, les roues grêles d'une voiture d'enfant. Quand la dernière étiquette fut rédigée, il avait écrit en même temps 2 lettres, si prudemment que l'inspecteur n'en eût rien su, même en observant tous ses mouvements. La première était pour Victor, le garçon de café préposé au bowling. « Mon cher Victor, il n'y a que vous qui puissiez me rendre le service suivant. En recevant ce mot, vous sauterez dans un taxi
et vous vous ferez conduire au carrefour de Villejuif. Vous verrez, à droite, une crèmerie, et vous y achèterez quelque chose. Vous rencontrerez certainement la servante, qui est une jeune fille rousse, et vous vous arrangerez pour lui remettre discrètement la lettre ci-jointe. Je compte sur vous. Je vous expliquerai la chose plus tard. En attendant, je vous remercie. Il choisit un billet de 100 francs tout neuf et relut la seconde lettre destinée à Alice. Je vous attends à 5h40 du matin à la gare de Lyon. Prenez toutes les précautions. Inutile d'emporter vos effets. Je vous aime. Cela ne fit, en tout, qu'une petite enveloppe de papier bulle, comme les enveloppes destinées aux clients. Monsieur Hir resta longtemps à la regarder, éreinté comme s'il eût fourni un effort physique de plusieurs heures. Enfin, il s'habilla, prit tous ses petits paquets et se dirigea dans la pluie vers le bureau de poste. L'inspecteur barbu le suivait sans conviction. Monsieur Hir, comme d'habitude, encombra le guichet pendant 5 bonnes minutes, et, quand il se retira, son message pour Victor s'acheminait déjà par pneumatique vers sa destination. Le bureau de poste était à peu près vide et ressemblait à une gare, avec ses affiches défraîchies au mur, son horloge officielle, les traînées d'eau sur les pavés. Monsieur Hir ne s'en allait pas. Il n'avait plus de raison, maintenant, d'être à un endroit plutôt qu'à un autre. Il avait des heures devant lui. Le bureau rue Saint-Maur n'était déjà plus son bureau. Sa chambre à Villejuif n'était plus sa chambre. Son chez-lui, c'était le pardessus noir à col de velours, avec les manches et les épaules rembourrées de papier rêche. L'inspecteur s'ennuyait en l'attendant, et M. Hir le faisait exprès de lire les affiches, l'une après l'autre. Ce fut une après-midi extraordinaire. La pluie tombait de plus belle. Les gens hésitaient à traverser les rues, comme si celles-ci eussent été autant de torrents. Les taxis roulaient lentement, par crainte de déraper. Les journaux, au kiosque, fondaient peu à peu. Et alors, tandis que tout Paris courbait le dos sous l'averse, que les visages se renfrognaient, qu'on s'amassait à 10 sur un seuil ou qu'on piétinait dans un petit bar en attendant une éclaircie, M. Hir, lui, était transfiguré par l'allégresse. Tenant son parapluie bien droit, il allait et venait au gré de sa fantaisie, sans crainte de se crotter, ni d'arriver en retard. Il s'arrêtait devant les vitrines. Dans une confiserie, il acheta des chocolats et mit le sac dans sa poche, où, de temps en temps, il prenait un bonbon qui suçait lentement. C'était comme si on lui eût ouvert les portes de l'espace et du temps. Il n'avait rien à faire. Il ne devait être nulle part. Et, le plus merveilleux, c'est que ses vacances étaient limitées. À 5 heures du matin, à 5h40 exactement, ce serait fini. Il prendrait place dans un compartiment de chemin de fer, en face d'une femme. Il se pencherait pour lui parler. Il dirait à l'employé du wagon-restaurant proposant ses tickets « 2 !» 2. Il sautillait. Il accrochait d'autres parapluies avec son parapluie. Il déambulait dans des rues où il n'avait jamais eu l'idée de mettre les pieds, alors qu'il avait toute une vie devant lui, et tous les jours, toutes les heures d'une vie. Maintenant, il n'avait plus que 11 heures, que 10. Les lumières de Paris s'allumaient, et sur les grands boulevards, il s'arrêta devant une bijouterie. Il y avait des milliers de bagues violemment éclairées, mais M. Hir se souvint de la rue des Francs-Bourgeois, où les bijoux sont moins chers, parce qu'ils viennent pour la plupart du mont-de-piété. Il ne prenait pas d'autobus, de tramway. C'était meilleur de marcher dans l'éblouissement de tous les étalages, puis dans les rues plus sombres
où seuls luisaient les pavés du trottoir. Il n'y avait plus de tailleur à la place où il était né, mais un marchand de phonographes. N'empêche que les fenêtres du premier étage, si bas de plafond qu'on pouvait à peine y tenir debout, étaient restées exactement les mêmes, avec les mêmes rideaux, eût-on dit. Et pourquoi pas? Qui les eût enlevés? L'inspecteur, derrière lui, marchait mollement dans un cauchemar, et M. Hir entrait chez un bijoutier, passait un quart d'heure à regarder, à toucher des bagues. Il en acheta une avec une turquoise, qu'on lui laissa bon marché parce que la pierre était un peu rayée. De l'intérieur lumineux du magasin, il voyait le pauvre nez, la pauvre barbe de l'inspecteur s'épater sur la vitre. Le marchand, un homme maigre et vif, le regardait avec attention, mais il attendit que M. Hir eût payé pour demander « N'êtes-vous pas le fils Hirovitch ?»« Oui, dit-il avec élan. Le bijoutier, refermant son tiroir-caisse, fit simplement « Ah !» Et M. Hir continua à entendre ce « Ah !» en marchant dans les rues. Ce « Ah !» le gênait, lui restait sur le cœur. Pourquoi avait-on dit « Ah !» En se retournant, il vit une fois encore l'inspecteur à bout de souffle, et cela ne l'amusa plus. Au contraire, il fut pris de haine à son égard, et il longea très exactement le bord du trottoir, guettant le bruit des autobus qui arrivaient derrière lui. Le coup réussit, place de la République. Les voitures étaient emboîtées les unes dans les autres à ne pas s'y retrouver. L'agent sifflait, les taxis klaxonnaient. À l'instant où, comme par miracle, ce magma se désagrégeait, M. Hir sauta sur la plateforme d'un autobus, tandis que l'inspecteur, coincé par les taxis, était dans l'impossibilité de courir. M. Hir descendit à la porte Saint-Martin, prit un autre autobus qui le déposa à la gare du Nord, et de là redescendit à pied vers l'Opéra par la rue Lafayette. La vie coulait, noire et fluide, dans les rues éclairées. On suivait le mouvement, malgré soi. Encore 9 heures. Mais pourquoi le juif de la rue des Francs-Bourgeois avait-il dit « Ah !» Ce fut soudain que M. Hir sentit sa fatigue, et il entra dans un cinéma, piloté dans l'obscurité par la petite lumière de l'ouvreuse. Il y avait quelqu'un à sa gauche, quelqu'un à sa droite, et partout des rangs de visages que le halo de l'écran sortait à moitié de l'ombre. Il faisait chaud. Une voix de femme disait de longues phrases, amplifiées, surhumaines, et parfois, entre les mots, on entendait son souffle comme si elle eût frôlé les milliers de spectateurs de son haleine, tandis que là-bas, une tête gigantesque remuait les lèvres. M. Hir soupira, se cala au fond de son fauteuil, étira ses courtes jambes. Est-ce que ce n'était pas inouï, miraculeux qu'il fût là, lui que la police recherchait, lui que les gens de Villejuif accusaient d'être l'assassin d'une fille? Et il n'était là qu'en attendant. Dans 8 heures à peine, il arpenterait le quai de la gare de Lyon, devant un wagon où il aurait marqué ses places. 2 places. Alice accourrait au dernier moment, car les femmes arrivent toujours en retard. Il lui ferait signe de se presser. Il la hisserait sur le marchepied. Alors, ils se regarderaient, tandis que le train, sous leurs pieds, commencerait à glisser, frôlant les dernières rues de Paris, les hautes maisons de banlieue, les pavillons parmi les arbres, la campagne. Il tressaillit sans savoir pourquoi, regarda à sa gauche et vit un visage étonné tourné vers lui. À droite, une vieille femme le regardait de même, en reculant un peu. C'était peut-être parce qu'il haletait, mais maintenant il se calmait. Il regardait l'écran.
Il faisait même un effort pour comprendre le film. Malgré tout, il y eut encore un soupir. Un gros soupir, gavé et impatient tout ensemble. Car il y a des moments où cela fait mal d'attendre de la sorte, au point que, les doigts crispés comme par une crampe, les genoux trépidants, on a à la fois envie de rire et de gémir.